Merci de nous rester fidèles. Il est 13h à Bamako. Le journal Kumba Sissé. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal. Voici les principaux titres. La loi de finances 2023 a été votée hier à l'unanimité par le Conseil national de transition. C'était à la faveur d'une séance plénière. La chronique du développement de ce vendredi s'intéresse à la dette publique, une somme d'argent que l'État emprunte pour des financements. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa est soupçonné de possibles violations de loi après la découverte d'importantes sommes d'argent chez lui. Les cadres de son parti ANC se sont réunis en urgence pour discuter de la situation. Page sport football au plan national, la 5e journée du championnat de Ligue 1 de football donne son coup d'envoi cet après-midi. Concernant la Coupe du Monde Qatar 2022, les dernières rencontres de poule se joueront également cet après-midi. Comme annoncé tout à l'heure dans les titres, le Conseil national de transition a adopté hier à l'unanimité la loi de finances 2023. Le budget d'État 2023 est arrêté en recettes à 2199 milliards 908 millions de francs CFA et en dépenses à 2895 milliards 900 millions de francs CFA. Il présente un déficit budgétaire global de 4,73%. On fait le point avec Bemba Sibi. Le Conseil national de transition a donné son cutus à la loi de finances 2023. Ce jeudi, en plénière, ils l'ont adopté à l'unanimité. Le budget d'État 2023 est arrêté en recettes à 2199 milliards 908 millions de francs CFA et en dépenses à 2895 milliards 903 millions de francs CFA. Il présente un déficit budgétaire global de 4,73%. Alouseni Sanou, ministre de l'économie et des finances. Rappelons que nous étions à un taux de déficit de 5,2 en 2022, 5,5 en 2021 et 5,7 en 2020, ce qui fait qu'on est en train d'améliorer le taux de déficit. Maintenant, avec la réalisation de ce budget, nous comptons atteindre également un taux de croissance de 5,1% contre 3,7 attendu cette année et 3,1 en 2021 et une récession de moins 1,2 en 2020. Malgré donc le contexte économique difficile, le budget 2023 va permettre au Mali d'amorcer une croissance de plus en plus significative. Ce budget permet également d'amener le taux d'inflation à 2,5% contre 6% en 2022. Une part non négligeable est prévue pour l'investissement. Alouseni Sanou, ministre de l'économie et des finances. On prévoit 23,5% du budget qui vont être affectés aux investissements, soit à peu près 681 000 milliards de francs CFA. Cet investissement public qui va accompagner l'investissement du secteur privé attendu pour environ les 2 tiers des investissements, soit à peu près 1651 milliards de francs CFA. Les autres critères de convergence sont tous orientés positivement. Aujourd'hui, le Mali a un taux d'endettement de 54% du PIB contre une norme communautaire de 70%. Je rappelle également que les recettes fiscales vont atteindre cette année 1897 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 5,5%. L'exercice budgétaire 2023 va demander beaucoup de responsabilités et d'efficacité, a souligné le ministre de l'économie et des finances. Mais avec l'appui de l'ensemble des acteurs impliqués, comme dans la préparation de cette loi de finances, les objectifs seront atteints, a conclu le ministre Sanou. Les membres du comité de pilotage du projet Coton avec le travail décent sont réunis en session ordinaire à la Direction nationale du travail. Au cœur des travaux, l'examen et l'adoption du rapport final du projet et la formulation des recommandations à l'intention des partenaires et du Mali en faveur de la promotion du travail décent dans les pays producteurs de coton en Afrique et en Amérique latine. Les points avec Jules Sambou Sissoko.
Le comité de pilotage du projet Coton avec le travail décent en Afrique et en Amérique latine au titre de l'année 2022 doit examiner et adopter le rapport final du projet et formuler des recommandations à l'endroit du BIT, de l'Agence brésilienne de coopération et du ministère du Travail, de la fonction publique et du dialogue social. Fassoum Koulibaly, directeur national du travail. L'avènement de ce projet au Mali a permis la réalisation d'un certain nombre d'activités, entre autres la réalisation de voyages d'échange d'expériences, sanctionnés par l'implémentation de l'expérience brésilienne de groupes mobiles de lutte contre le travail des enfants, l'équipement des groupes mobiles à travers la remise de 10 motos, l'accompagnement dans la lutte contre la Covid-19 en milieu de travail à travers la mise en place de la checklist et la formation des inspecteurs du travail sur cette checklist, la formation des inspecteurs du travail à l'École nationale d'administration qui est en cours présentement. Le projet Coton avec le travail décent concerne des pays qui partagent des défis et enjeux de développement. Fernanda Barreto, coordinatrice du programme Sud-Sud BIT Brésil. L'enjeu, l'intérêt de pouvoir institutionnaliser ce groupe mobile, qui est une expérience qui existe déjà au Brésil, qui a dûment été adaptée aux réalités maliennes. Et là, il n'y a que son institutionnalisation, la signature qui manque. Pour rappel, le projet Coton avec le travail décent découle du programme de partenariat Brésil Organisation internationale du travail pour la promotion de la coopération Sud-Sud lancé en 2009. Dans la région de Ségou, la définition de l'administration, comment accueillir et respecter les usagers de l'administration sont autant de contenus du module de la socialisation enseigné aux jeunes de la 3e cohorte du service national des jeunes. Au centre d'instruction de Bafo, ils sont plus de 700 jeunes qui participent à cette formation militaire. Honoré Tchenou. Au centre d'instruction de Bafo, ce sont des cours intensifs de formation militaire. 4 mois sur les 6 prévus. Voilà ces civils déjà métamorphosés en potentiels soldats pour servir la nation. Ils sont de la 3e cohorte du service national de jeunes qui affûtent leurs capacités opérationnelles dans plusieurs modules dont la socialisation. Ousmane Christian Diarra, formateur. La socialisation, c'est pour permettre aux recrues de la fonction publique aux cohortes 2022 de se familiariser avec ce qu'ils vont avoir comme travail sur le terrain. Déjà, c'est des cadres brillants. Ce n'est pas pour leur apprendre du nouveau, mais pour échanger et transmettre notre expérience du vécu. Une initiative du gouvernement qui renoue avec le service national des jeunes. 784 jeunes participent ainsi à cette formation militaire. Objectif, former de nouveaux défenseurs, patriotes de l'État et créer un vivier militaire. Les engagés sont entre 18 et 35 ans et parmi eux se trouve un bon nombre de femmes. Aïssata Guindo, engagée. Nous avons appris que l'administration malienne était importante et qu'on ne pouvait pas travailler sans la connaître. Nous avons appris la définition de l'administration malienne. Soumaïla Koulibaly, engagée. Au tout début, il nous a enseigné que c'est utile d'avoir une formation physique et morale, puisque après avoir eu la fonction publique, on nous envoie dans des localités qui sont souvent hostiles. Et donc, on doit être préparé sur le plan physique et moral. Des formations théoriques, physiques et pratiques sont autant de techniques adaptées à la guerre et qui sont enseignées aux jeunes au cours de cette formation militaire. Ségou, Honoré Tchenou et Karamo Traoré pour l'ORTM. De Ségou, nous nous rendons à Mopti où l'information et la communication entre les forces de défense et de sécurité et les populations civiles de Mopti sont au centre d'un atelier de 2 jours. Cet atelier est initié par l'Institut malien de recherche Action pour la paix. Il vise à contribuer au raffermissement des liens de collaboration entre forces de défense et de sécurité et populations civiles dans le cercle de Mopti. Idrissa Keita. 50 représentants des forces de défense et de sécurité et les populations civiles de Mopti sont bénéficiaires de la présente formation qui s'inscrit dans le cadre du projet de raffermissement des liens de confiance entre les forces de défense et de sécurité et les populations civiles. C'est un projet financé par la division Paix et Droits de l'Homme de la coopération suisse. Zoumana Fane, chargé de programme à l'IMIRAP. Nous sommes convaincus que face à la situation sécuritaire actuelle, il est plus que nécessaire que forces de défense et de sécurité et populations se donnent la main, collaborent de plus près
pour endiguer les sombres desseins des ennemis de la paix. Cela ne serait possible que si nous nous donnons la main dans un esprit de destin commun et nous élever au-dessus de nos contingences et nos petites incompréhensions. Car ce dont il s'agit ici, c'est assurément notre survie commune à tous. Durant 2 jours, les participants vont s'imprégner des rôles et fonctions des différents corps de défense et de sécurité, des opportunités de renforcement des liens de confiance entre FDS et les populations civiles. Mamadou Sidiki Konaté, conseiller au gouvernorat de Mopti. Les grands conflits commencent toujours par des petites tensions qui ne sont pas résolues à la base. Et l'Institut malien pour la recherche, action pour la paix, nous donne aujourd'hui l'occasion de parler de ces préoccupations autour du dialogue civilo-militaire dans la région de Mopti, de nous mettre en dialogue, de nous proposer des solutions de recommandations à l'attention des plus hautes autorités. À rappeler que cet atelier est initié par l'Institut malien de recherche Action pour la paix, IMRAP. Mopti, Idrissa Keïta et Solon Tersuke pour l'ORTM. La direction régionale de l'ANICT de Koulikoro vient de tenir son comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement CROCSAD. Pour cette session, c'est la nouvelle région de Dioula et le cercle de Kati qui ont bénéficié d'une dotation conditionnelle de performance au titre de 2022 du Fonds national d'appui aux collectivités. L'enveloppe financière allouée par l'Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales au droit de tirage s'élève à plus de 300 millions de francs CFA. Compte rendu Djemba Moussa Konaté. 5 collectivités des cercles de Dioula et Kati ont bénéficié d'une dotation conditionnelle de performance au titre de 2022 du Fonds national d'appui aux collectivités. Yuba Touré, directeur régional de l'Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales ANICT de Koulikoro. L'ANICT étant un cadre procédural d'allocation des ressources et d'approbation des investissements en adéquation avec les politiques nationales, elle est aussi un cadre de mise en œuvre et de suivi des projets conformément au Code des marchés publics et aux principes de gestion des ressources publiques. Notre direction régionale gère par an plus de 200 projets dans plusieurs secteurs de développement. Le CROCSAD de l'ANICT qui vient de se tenir a porté sur 8 projets structurants. Les collectivités bénéficiaires apprécient cette initiative de l'ANICT qui contribue au développement de leur localité. Mamadou Traoré, président du conseil des cercles de Kati. Cette année, il y a des périmètres irrigués là-dedans, il y a des hangars là-dedans. Les partenaires n'ont pas eu de grandes difficultés par rapport à ces projets exécutés, depuis l'élaboration des documents jusqu'à la passation, jusqu'à l'exécution de ce projet. Adama Mariko, président du conseil des cercles de Dioula. Nous avons soumis la construction d'un centre d'accueil pour qui connaît Dioula. On a des problèmes d'hébergement, même des missionnaires. C'est dans ce cadre-là que j'ai choisi ce projet, ça a été accepté. Pour les autorités administratives et communales, les fonds ainsi alloués aux collectivités permettront de financer les projets et programmes inscrits dans les différents PDSEC. Koulibaly, Mariam Koulibaly, préfet de Koulikoro. L'agence s'innove en se lançant dans les réformes telles que la régionalisation du FNACT, l'accréditation du Fonds vert climat afin de soutenir la résilience des communautés de base face au changement climatique. L'accès au marché financier au niveau international pour garantir les emprunts des collectivités. Koulikoro, Djemba Moussa Konaté et Salif Maïga pour l'ORTM. Actualité hors du Mali, au Burkina Faso, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a annoncé qu'une tentative de déstabilisation a visé son pouvoir la semaine dernière. Il a rencontré hier plusieurs organisations de la société civile à Ouagadougou pour faire le point sur les actions à venir dans le cadre de la lutte antiterroriste et solliciter leur soutien dans la veille citoyenne. En Afrique du Sud, les cadres du parti ANC, Congrès national africain, se sont réunis en urgence face aux appels à la destitution du président Cyril Ramaphosa. Ce dernier est sous pression pour une prise de parole imminente. Objectif de cette réunion, débattre du rapport soupçonnant le président de possibles violations de loi après la découverte d'importantes sommes d'argent chez lui. En RD Congo, reprise des combats entre le M23 et l'armée congolaise.
Des échanges de tirs entre les deux parties ont été entendus jeudi dans la ville de Kirima, à une centaine de kilomètres de Goma. Ceci est intervenu seulement 5 jours après la mise en place d'un accord de cessez-le-feu entre les forces gouvernementales et les rebelles du M23. Un accord qui stipulait aussi le retrait du M23 des zones conquises ces derniers mois dans la province du Nord Kivu. Mais aucun retrait n'a été observé depuis le week-end dernier. Les rebelles du M23 sont accusés d'avoir violé le cessez-le-feu. Page sport football au plan national. La 5e journée de Ligue 1 de football donne son coup d'envoi cet après-midi avec la rencontre Afrique Football Elite AS Real. Coupe du monde Qatar 2022, les dernières rencontres de poule se joueront cet après-midi. Des pays africains sont concernés. Le Ghana joue contre l'Uruguay et le Cameroun affronte le Brésil. Le résumé de l'actualité sportive avec Isaac Chenou. Déjà assuré de terminer à la première place du groupe H, le sélectionneur du Portugal, Fernando Santos, va avoir l'occasion de faire souffler ses cadres contre la Corée du Sud. La Seleção peut également se permettre une défaite dans le cas où le Ghana ne parviendra pas à battre l'Uruguay dans le même temps. Si les Black Stars venaient à vaincre la Céleste, les Portugais devraient conserver une meilleure différence de but. De son côté, la Corée du Sud doit obligatoirement s'imposer contre les Portugais pour espérer se qualifier en huitième de finale. Il faudra conjuguer à cela une défaite du Ghana sur le même écart. En cas de match nul entre l'Uruguay et le Ghana, la Corée du Sud devra se défaire du Portugal par plus d'un but. Le match entre le Ghana et l'Uruguay aura un parfum de revanche pour les Black Stars après leur défaite en 2010 en quart de finale de la Coupe du Monde. Dans le groupe G, le Brésil est déjà qualifié et n'a besoin que d'un nul pour rester en tête. Mais nul ne doute que les Brésiliens vont tenter d'aller chercher les 3 sur 3 en phase de poule. En face, le Cameroun doit obligatoirement l'emporter pour espérer se qualifier pour les huitièmes de finale. Dans le sillage de ces mauvais résultats, le Cameroun n'a pas su se remobiliser lors de cette fête du football au Qatar. Il a été défait, non sans démériter, sur la plus petite marge par la Suisse 1-0, ce qui était son 8e revers consécutif dans une phase de groupe de la Coupe du Monde. Les Lausanne notables ont finalement stoppé cette mauvaise série face à la Serbie. Menés de 2 buts après avoir pourtant ouvert le score, ils ont fait preuve de beaucoup de résilience pour revenir au score et arracher un point au terme d'une rencontre spectaculaire, 3 buts partout. Ce point leur permet ainsi de rester en vie dans ce groupe avant de rencontrer son adversaire brésilien pour un remake de leur opposition en poule de la Coupe du Monde 2014. À l'époque, le Brésil avait eu aucune pitié pour les Camerounais battus 4-1. Brésil-Cameroun avantage Brésil sur le papier. Un match à suivre sur Wortham 1 à partir de 19h. Un peu plus tôt, à 15h, vous aurez droit à la rencontre Ghana-Uruguay sur la même chaîne, et également la chaîne 2. À peine la phase de poule bouclée, les huitièmes de finale commencent demain avec les rencontres Pays-Bas-États-Unis et Argentine-Australie. Hier, le Maroc, un de nos représentants du continent, a rejoint le Sénégal pour les huitièmes de finale. Nous croisons les doigts pour le Cameroun et le Ghana ce soir. Sur le plan national, le football est toujours à l'actualité. C'est la 5e journée de la Ligue 1 et qui démarre cet après-midi. Une rencontre est au programme. Afrique Football Elite jouera contre l'AS Real de Bamako au stade Modibo Keïta. Isaac Chenou le disait tantôt, le Maroc a terminé premier du groupe F avec 7 points, 2 victoires et 1 nul. Les Lions de l'Atlas ont remporté hier leur 3e et dernier match de poule face au Ghana 2-1. La réaction à chaud de l'entraîneur du Maroc, Walid Regragui, tout juste après le match. Il est au micro de nos confrères marocains. J'essaie en fait de dédramatiser un peu le match au début. Ça a marché puisque la première mi-temps, je pense que c'est une de nos meilleures premières mi-temps sur le plan du jeu. On a été vraiment au-dessus. On aurait dû peut-être mener 3-0. Mais comme tu connais nos joueurs, à partir du moment où on a commencé un peu à se la raconter, à avoir des pertes de balles, le but il nous fait mal avant la mi-temps. Et là, je pense qu'on a eu les doutes du passé, un peu comme on a... Tu connais notre histoire hein, en sélection. On a souvent la malchance, on fait les calculs. Je pense que c'est rentré dans les têtes. Donc en deuxième mi-temps, c'est accroché. On a joué avec nos valeurs morales et mentales. Et les mecs, ils ont souffert physiquement. On était un peu dans le dur, mais ils sont accrochés. Les changements, ils ont un peu aidé. On est passé à 5, tu connais. On a essayé de fermer, de tenir le maximum. Et puis le plus important, comme je dis, après, c'est la victoire et la qualification pour le peuple
Tu les as rendus heureux en 2018. On voulait faire pareil et passer un palier. Donc 2018, je pense que ça nous a aidés pour cette compétition. On sait qu'ils vont tous fêter ça, on va rendre des gens heureux. Mais on n'a rien fait. Si on veut encore passer un cap, il faut vite qu'on récupère et se préparer pour encore en plus rentrer dans l'histoire. Le Maroc jouera mardi prochain contre l'Espagne en 8e de finale. Le capitaine Maroc ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Nous écoutons Romain Saïd, toujours au micro de nos confrères marocains. On est très fiers. Depuis, je crois, 36 ans, on n'avait pas passé le premier tour. Donc, non, c'est que du bonheur, de la fierté, de voir tous ces gens heureux dans le stade, nos familles, tout ça. Donc, c'est magnifique. On fait du foot pour vivre des moments comme ça. Et c'est encore plus fort quand c'est pour son pays. Donc, on est très, très fiers. Mais voilà, on ne veut pas s'arrêter là. On veut continuer à montrer qu'on est une bonne équipe et qu'on peut faire quelque chose de grand. À présent, je vous propose d'écouter l'ancien international marocain Abdelkrim Meri, dit Crimo, qui était présent à la Coupe du Monde au Mexique en 1986. Il estime que la sélection marocaine a rempli son contrat, mais qu'elle peut encore faire beaucoup mieux. Je crois que nous, on a fait le job, et le job, c'est de gagner et d'être à 7 points. Et je crois qu'on l'a fait. Maintenant, le match, il faut analyser après. J'espère que Walid, il analysera le match pour parler aux joueurs, pour préparer le match le plus important aussi. Mais ça n'empêche pas quand même qu'on a marqué 2 buts. Nseri, il a marqué 1 but, ça nous fait du bien aussi. Ça, c'est une très bonne chose. Oui. Ça lui fait du bien à lui. Mais bon, mais pour l'équipe, bien sûr, il y a toujours des choses qu'on peut toujours dire. On a peut-être manqué un peu de réalisme, voilà, mais sur l'ensemble, on a joué sur une équipe de Canada joueuse qui a rien à perdre. C'est pour ça peut-être que on était de temps en temps perturbé par ce jeu du Canadien. Chronique du développement. La chronique du développement du jour nous parle de la dette publique. Elle est indispensable aux finances publiques lorsque les dépenses sont supérieures aux ressources financières du pays. Qu'est-ce que la dette publique? Suivons en rediffusion ces numéros, une réalisation de Soumaïla Berté et Marc Dambélé. Recours à des emprunts auprès d'un pays tiers ou d'une institution financière. La dette est une composante des finances publiques qui repose sur les recettes et les dépenses budgétaires. Alors, qu'est-ce que la dette publique? Modibo Maoumakalou, économiste. La dette publique, c'est l'ensemble des emprunts publics contractés par l'État et ses démembrements, c'est-à-dire les services publics, l'administration centrale, les collectivités territoriales ou locales, et les organismes de sécurité sociale. Donc tout ce qui concerne l'État où l'État est majoritaire, si l'emprunt est contracté par l'État ou un de ses démembrements, cela est considéré comme de la dette. Nous sommes actuellement en train d'exécuter le projet de loi de finances, qui est maintenant une loi de finances pour 2022, mais nous avons déjà exécuté le budget pour 2021 et il y a eu une loi rectifiée. Et dans le précédent budget, le déficit budgétaire, c'est-à-dire le montant qu'il a fallu emprunter pour financer les charges budgétaires, 21, était supérieur aux ressources budgétaires de 653 milliards. En 2022, dans le projet actuel, dans la loi actuelle, ce déficit est de 618 milliards. Donc c'est ce montant que l'État doit emprunter pour financer ses charges budgétaires. La dette intérieure intègre à la fois les emprunts auprès d'institutions financières et l'argent que l'État doit aux fournisseurs de services au plan national. La dette intérieure, c'est la partie de la dette publique qui est libellée en monnaie nationale. La monnaie nationale, pour nous, c'est le franc CFA. Donc toute dette que nous avons contractée en franc CFA, on appelle cela la dette intérieure. Et vous savez qu'en grande partie, cette dette est financée sur le marché financier monétaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Je pense qu'en 2021, le Mali avait contracté pour 797,5 milliards sur ce marché monétaire et financier sous-régional. Donc la dette intérieure, on peut la contracter soit auprès des investisseurs, soit auprès des banques
mais auprès aussi de la Banque centrale. À la différence, la dette extérieure est contractée en dehors de la zone monétaire du pays emprunteur. En termes clairs, elle est libellée sur la base d'une devise. À ce niveau, la durée des prêts est plus longue. Modibo Maoumakalou, économiste. La stratégie d'endettement du Mali, c'est quand même d'avoir 55% de financement extérieur. Avant cette dernière stratégie, l'endettement extérieur était de 30%. Et je pense que c'est une bonne stratégie parce que vous avez ce qu'on appelle des financements concessionnels et semi-concessionnels. Les financements concessionnels, ce sont des taux d'intérêt plus bas. Donc le coût de l'argent, du crédit est plus bas et la durée est plus longue. Donc c'est ça l'avantage. Donc vous pouvez avoir des financements que vous pourrez payer sur une durée plus longue, mais à des coûts plus réduits par rapport à la dette intérieure. En définitive, la dette publique est un outil au service de tous les pays. Dans ce contexte de crise généralisée, tout pays doit faire des efforts pour réduire autant que faire se peut des prêts publics, car la dette a un coût, le remboursement se faisant avec intérêt. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. C'était une présentation de Koumba Sissé. La partie technique a été assurée par Absé Traoré, à la réalisation Maïmouna Guindo, coordination Brahma Traoré, à la mise en ligne Siekou Traoré. Merci de votre aimable attention. Bon après-midi à toutes et à tous.